d'allergènes environnementaux avec une exposition par voie naturelle. Alors l'atopie, c'est multifactoriel, mais bien sûr, il y a des prédispositions génétiques et donc c'est la raison pour laquelle on va souvent retrouver donc des antécédents familiaux. Et il y a aussi donc un lien évident entre allergie alimentaire et asthme. Par exemple, quand on a un enfant qui a un antécédent familial d'atopie, qui est sensibilisé à l'œuf, eh bien, il y a un risque élevé pour qu'il y ait une persistance de l'asthme donc au-delà de l'âge de 7 ans. Alors, les allergies alimentaires chez l'enfant vont varier en fonction de l'âge, en ce qui concerne leur étiologie, mais aussi les manifestations cliniques. Par exemple, chez le jeune nourrisson, ce sont d'abord les protéines du lait de vache avec les manifestations digestives, et puis ensuite le blanc d'œuf. Alors, quelles sont les allergies qui sont rapportées par les parents en consultation d'anesthésie? Alors, on a la réponse au travers de cette étude prospective de 2 mois sur un peu plus de 1000 enfants. C'est l'équipe d'une certaine Britta qu'on a souvent évoquée. Elle s'appelle von Ungern-Sternberg. On a souvent un petit peu de difficulté à prononcer son nom. Elle est connue parce que, en fait, c'est la paperesse de l'hyperactivité bronchique. Donc, du coup, 16% d'allergies. On va regarder donc, quelles sont les étiologies les plus fréquentes par ordre de fréquence croissante. Le latex, les pansements, l'environnement avec les graminées aussi, les acariens. Puis ensuite, les aliments avec au premier rang donc l'œuf et ensuite les arachides. Puis ensuite, les médicaments avec, vous voyez, dans un peu plus de la moitié des cas, il s'agit des bêta-lactamines avec dans 50% de ces allergies supposées aux bêta-lactamines, un rash. Globalement, il y a seulement une petite proportion de toutes ces allergies qui ont été en fait explorées. Si on prend les médicaments hors antibiotiques, il y a plus de la moitié qui sont en fait des réactions non allergiques. Et ce qui est le plus investigué, ce sont finalement les allergies alimentaires. Alors on va faire un petit focus sur, dans l'ordre donc l'œuf, les bêta-lactamines et puis ensuite le latex. Alors pour l'allergie à l'œuf, certes, il existe rapporté dans la littérature des extrêmement rares allergies à la lécithine de l'œuf ou de soja, mais en pratique, quand on est allergique à l'œuf, dans la très très grande majorité des cas, on est allergique à l'ovalbumine au blanc d'œuf et il n'y a vraiment aucune contre-indication à administrer du propofol. Alors pour vous en convaincre de façon définitive, il y a cette très belle étude sur un énorme collectif d'enfants, plus de 230 000 enfants, 177 000 ont reçu du propofol, 11 000 d'entre eux avaient une allergie alimentaire déclarée. Pour un peu plus de 3 000, il s'agissait d'une allergie à l'œuf. Un petit tiers a été testé positivement. Une seule anaphylaxie au propofol, sans allergie alimentaire, une possible allergie chez une enfant allergique à la cacahuète, aucun lien de causalité. Je pense que là, la réponse est assez claire. Alors, un petit peu plus compliqué, l'allergie à la pénicilline. Alors, c'est une problématique récurrente, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une revue de la littérature dans le BJA en 2019. Dans 10% des cas, en fait, il s'agit seulement du 10% des cas d'une allergie réellement IgE médiée, et plus souvent, donc en consultation d'anesthésie, on va être confronté à un enfant qui a eu, dans un passé plus ou moins lointain, un rash qui est non urticarien au décours du traitement d'une infection par amoxicilline, pour parfois une infection qui est même virale. Alors, en fait, toute supposée allergie aux pénicillines devrait être explorée, ce d'autant que les prick tests et les IDR ont une valeur prédictive négative de 100%. Mais malheureusement, la sensibilité diminue au cours du temps. Les IgE spécifiques, spécifiques ont une sensibilité et une spécificité qui est basse. Donc après, il faut passer par le test de réintroduction. En fait, la vraie problématique pour nous, c'est finalement allergie à la pénicilline et antibioprophylaxie par la céphazoline au bloc opératoire, qui est quand même l'antibiotique qui est le plus souvent utilisé au bloc opératoire. Alors, quels éléments il faut prendre en considération pour établir une stratégie? D'une part, il y a des allergies croisées entre les céphalosporines de première génération et la pénicilline, enfin toutes les céphalosporines d'ailleurs, mais ce sont les céphalosporines de première génération qui sont les plus impliquées. Alors certes, ce n'est pas très fréquent,
mais quand même il y a un risque significatif. D'autre part, vous allez voir que sur les données épidémiologiques, eh bien, il y a de plus en plus d'allergies péropératoires, d'anaphylaxie prouvées à la céfazoline. Mais d'un autre côté, si on élimine la céfazoline de façon systématique chez tout enfant qui est allergique à l'amoxicilline et qui a une supposée allergie, eh bien, on a aussi des risques. C'est celui de l'augmentation du risque infectieux et de la prévalence des résistances bactériennes parce qu'on a utilisé donc une antibioprophylaxie qui n'était pas adaptée. Et puis, d'autre part, on a un risque d'allongement des durées d'hospitalisation et du coût. Et ça a été bien démontré donc, chez l'adulte. Alors la bonne nouvelle, quand on regarde les structures donc, chimiques en haut de la céphalosporine, donc en bas de l'amoxicilline, c'est que certes on a en commun un cycle monobactame, mais ce n'est pas lui qui est responsable de l'allergie croisée, mais ces chaînes latérales R1 et R2 et R. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de croisement entre amoxicilline et céfazoline. Donc, de façon théorique, il n'y a pas de risque d'allergie croisée immédiate entre l'amoxicilline et la céfazoline. Et ça a donc conduit un certain nombre d'auteurs, dont une équipe d'anesthésie pédiatrique de Philadelphie et plusieurs équipes françaises d'ailleurs, à préconiser l'utilisation de céfazoline dans cette situation, en excluant toutefois des situations qui laissent suspecter un risque d'histoire de toxidermie ou encore d'hypersensibilité, enfin de réaction retardée à type de médiation cellulaire pour lequel le mécanisme est un petit peu plus complexe. Et puis aussi, dans l'étude de Philadelphie, ils ont exclu les enfants qui avaient manifesté donc, des réactions sévères d'anaphylaxie à l'amoxicilline par mesure de précaution. Alors pour l'allergie au latex, il y a des facteurs de sensibilisation qui sont bien établis chez l'enfant. C'est d'une part l'atopie, l'exposition au cours de la première année de la vie avec la répétition des interventions, et de façon assez caricaturale, donc aussi toujours le cas des malformations urologiques complexes, dont le spina bifida, pour lequel on observe une corrélation entre le nombre d'interventions et puis la concentration des IgE, mais cela a été aussi observé, même si la corrélation est moins bonne, avec d'autres pathologies chirurgicales congénitales, comme l'atrésie de l'ésophage et aussi la paroschisis, qui subissent aussi souvent des interventions de façon itérative. Alors, il y a une autre problématique qu'on peut détecter dès la consultation d'anesthésie, c'est le syndrome donc, latex-fruits, c'est-à-dire une réaction d'allergie croisée entre un certain nombre de fruits et légumes dont le panel est important, mais les fruits et légumes qui comportent la plus forte concentration de protéines latex, c'est avant tout l'avocat, la banane, le kiwi et la noisette. Alors, malgré tout, en fait, ce qu'on a observé, vous allez voir au cours de ces dernières années, c'est une diminution considérable du nombre de réactions anaphylactiques péropératoires au latex, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est l'amélioration de la qualité des gants en latex, et puis parce qu'on utilise maintenant des gants non poudrés. Et puis aussi et surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de blocs opératoires, en particulier pédiatriques, dans lesquels il n'y a plus de gants en latex. Et en fait, on a beaucoup discuté de cette problématique il y a bientôt une quinzaine d'années. Et je pense que Mathilde, qui nous avait fait donc un très beau topo au club de la DARPER de 2006, avait été très convaincante. Mais je crois que l'équipe lyonnaise a été très dynamique pour tous nous entraîner dans cette direction. Mais je pense qu'à l'origine, il y avait eu une histoire un peu douloureuse dans leur vécu. Alors, quelles sont les données épidémiologiques sur l'anaphylaxie péropératoire? On commence par l'adulte. Alors, on a toujours un petit délai entre l'enquête du GERAP et les publications. Donc ici, donc, la 10e enquête GERAP qui est sur les données 2011-2012. Les plus récentes ont fait l'objet de résultats préliminaires mais ne sont pas encore publiés. On a aussi l'enquête anglo-saxonne NAPSIS qui date de 2018 mais qui concerne que les réactions les plus sévères. En gros, chez l'adulte, on peut retenir une incidence de 1 cas sur 10 000. Et donc, à l'époque, dans le trio gagnant, c'était l'écurare, l'antibiotique et puis loin derrière
le latex. Alors, pour connaître les nouveautés épidémiologiques plus récentes, eh bien, je vous encourage très vivement à les revoir donc, sur Sphare TV en replay, cette superbe et très claire conférence de Charles Taccard. Et succinctement, ce qu'on peut retenir, c'est que les curares sont en régression, le latex encore plus, et aussi les antibiotiques augmentent. Et puis, succinylcholine et rocuronium, c'est à peu près au même niveau. Et en gros, c'est 10 fois plus fréquent que pour la tracurium. Alors, la grande actualité, c'est les résultats de cette magnifique étude cas témoins multicentrique française qui a débuté en 2014 dans 35 centres et qui nous montre que la consommation, alors c'est une étude cas témoins, donc de la consommation d'un sirop antitussif de Folcodine, qui existe d'ailleurs aussi, enfin qui existait dans une forme galinique pour l'enfance, c'était le Broncorel, va augmenter d'un facteur de plus de 6 le risque d'allergie au curare. Et donc les résultats de cette étude, avant même la publication des résultats préliminaires, ont conduit au retrait de ce sirop de la Folcodine en septembre dernier. Donc on peut très bien aussi imaginer dans les décennies qui viennent donc une diminution de l'incidence aussi de l'allergie au curare. Alors, qu'en est-il en pédiatrie? Donc, les plus anciens se rappelleront de cette très belle étude dans les années 91-92 qui avait été menée par Isabelle Murat, plus de 162 000 enfants, une étude multicentrique qui montrait que finalement l'incidence globale du risque allergique était relativement élevée chez l'enfant, avec au premier rang et de très loin devant les curares, donc le latex. Or, depuis, la situation s'est considérablement améliorée. Il n'y avait qu'un cas d'allergie au latex dans l'enquête apricote, aucun dans le NAP6. Et quand on regarde l'enquête française un petit peu antérieure, donc 1997-2004, eh bien le latex avait commencé à régresser derrière les curares. La petite particularité pédiatrique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prédominance féminine par rapport à l'adulte. Et quand on regarde la fréquence de l'allergie en noir au curare, en blanc au latex en fonction de l'âge, on voit que plus on est grand, plus on va plutôt faire de l'allergie au curare. Quand on est petit, c'est plutôt le latex. Et en gros, c'est 50-50 en ce qui concerne les mécanismes IgE médiés ou non. Alors, l'évolution des données françaises, eh bien, en fait, sur les dernières données pédiatriques françaises, 2011-2012, on est tombé pour l'incidence de l'allergie au latex. Ça représente seulement que 5% des cas d'anaphylaxie péropératoire. Donc, on est vraiment en très nette diminution. Ça rejoint aussi les données américaines. Alors, bien sûr, il y a des petites variations entre les données dans les différents pays, mais on peut espérer finalement, probablement que dans l'avenir, on va avoir une superposition des données épidémiologiques pédiatriques et adultes, c'est-à-dire ça va être les antibiotiques au premier rang, les curares et puis le latex loin derrière. Donc finalement, en consultation d'anesthésie, ce n'est pas très différent qu'on soit confronté à un enfant ou à un adulte. En fait, il n'y a pas d'indication à des explorations allergologiques spécifiques chez des enfants qui sont atopiques, asthmatiques ou qui ont une intolérance alimentaire en dehors du syndrome donc latex fruits. Donc les explorations complémentaires ne sont justifiées qu'en cas de suspicion et pour des médicaments qui sont réellement utilisés en anesthésie. Et la prémédication anti-H1, anti-H2, elle ne va pas prévenir l'anaphylaxie, elle va seulement limiter un peu en cas d'histaminolibération non spécifique, donc l'intensité de la réaction. Alors bien sûr, on va prévoir la prévention secondaire pour ce qu'on aura suspecté ou confirmé comme allergie en consultation d'anesthésie. Le fait d'avoir un bloc sans latex, évidemment, ça facilite considérablement cette prévention secondaire. D'abord parce qu'on n'est pas très sûr quand on planifie en première position les patients qu'on n'ait pas des petits résidus d'allergènes du latex pendant la première heure qui flottent donc dans l'atmosphère du bloc opératoire. En plus, ça facilite l'organisation, ça facilite la prise en charge des urgences. Et puis, quand on veut faire de la prévention primaire sur des enfants pour le latex, c'est compliqué si on doit commencer à réfléchir quels enfants on va sélectionner parce qu'il n'y a pas de réponse. Par contre, la prévention primaire est inefficace pour les curares, tout simplement parce qu'on peut se sensibiliser aux curares aussi en dehors du bloc opératoire avec un contact avec les ammoniums quaternaires.
Alors, quant au diagnostic, eh bien, on s'appuie toujours, bien sûr, sur la classique classification de Ring et Messmer, qui est ici modifiée pour tenir compte que nos patients sont plus souvent intubés, ventilés. En fait, il y a deux particularités pédiatriques. La première, c'est que pour définir l'hypotension, on se réfère à ces définitions en fonction de l'âge, évidemment, toujours prête à discussion, et c'est toujours les échanges que l'on a quand on parle d'hypotension péropératoire, puisque ce sont des données qui ont été définies chez l'enfant éveillé. Et puis, en ce qui concerne le bronchospasme, il faut savoir que chez les enfants qui ont une hyperréactivité bronchique, quand ils font une anaphylaxie, ils vont plus souvent faire un bronchospasme. Or, le bronchospasme, c'est multifactoriel et extrêmement fréquent, en particulier en période hivernale, quand on a des infections virales. Et bon, je pense qu'il faut systématiquement penser à une origine anaphylactique si on ne peut pas passer à côté, en tout cas en prenant la pression artérielle. Alors, pour le traitement, le triptyque du succès, c'est finalement la précocité du diagnostic, le dosage approprié de l'adrénaline et du remplissage vasculaire. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, et en fait, rien du tout, parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait si simple que ça. Bien sûr, on a tout à fait intérêt à s'entraîner par la simulation pleine échelle en équipe. Et puis, il y a des études qui ont montré que dans ces situations difficiles mettant en jeu le pronostic vital, l'aide cognitive est extrêmement contributive. Et ça tombe bien. On en a une qui date un tout petit peu, 2019, mais qui a été rédigée sous l'égide de la SFAR et de la DARPERF, donc, et qui est pédiatrique. Donc, je vais juste prendre quelques éléments de cette fiche pour souligner qu'on a encore un certain nombre de questions qui restent à préciser. On pourrait espérer que les experts les prochaines réactualisations des recommandations puissent y répondre, mais en fait, ce n'est pas certain du tout parce qu'on ne pourra très probablement pas s'appuyer sur des données de la littérature qui soient robustes. Tout d'abord, sur le remplissage vasculaire, dans les données adultes, il a été démontré que lorsqu'il y avait au cours d'une anaphylaxie un monitorage de la volémie qui était en cours, et bien, du coup, le remplissage vasculaire qui était effectué était plus important. Donc, il n'est pas certain que les 10-30 000 kg de cristalloïdes qui sont recommandés ici soient toujours suffisants. En ce qui concerne le dosage de l'adrénaline, alors je le dis d'autant plus facilement que j'avais fait partie des experts qui ont préconisé ces doses. En gros, on n'avait vraiment aucune donnée sur laquelle s'appuyer, ce qui explique que quand on regarde les recommandations, qu'elles soient scandinaves, anglo-saxonnes, françaises, australiennes, je ne dirais pas que c'est fantaisiste, mais il y a quand même, par exemple pour le grade 3, des variations extrêmement importantes puisque ça varie de 1 à 10 gamma kilos. Alors probablement qu'il faut se guider en fait sur une titration en fonction de la réponse clinique et de l'objectif de pression artérielle que l'on s'est fixé. Ce que je trouve très intéressant dans la fiche ACAR, cette fois-ci adulte 2022 et le consensus international 2019, c'est cette proactivité qui est préconisée avec une escalade rapide des doses sur 10 minutes lorsque l'objectif n'est pas atteint. Et après 3 bolus, la mise en route donc d'une administration continue de l'adrénaline. Je souligne au passage qu'en anesthésie, nous, c'est la voie intraveineuse qui est préconisée, alors qu'en médecine d'urgence, qu'on soit chez l'adulte et chez l'enfant, en première intention, c'est la voie intramusculaire, tout simplement parce que la voie veineuse n'est pas toujours facilement accessible pour ne pas perdre de temps. Et puis, la titration est probablement quand même plus facile au bloc opératoire. Et dans seconde intention, c'est là aussi la titration par voie veineuse. Alors un autre élément que je trouve très intéressant dans le consensus international qui est préconisé chez l'adulte, mais il n'y a pas de raison de ne pas l'appliquer chez l'enfant, c'est que lorsqu'on a une pression artérielle systolique qui est effondrée et une TCO2 qui est aussi effondrée, ça signe une efficacité circulatoire et même si on a la persistance d'une activité électrique, il faut débuter rapidement le massage cardiaque, ce d'autant qu'on sait qu'au cours de l'anaphylaxie, et bien la régulation, l'autorégulation cérébrale de la perfusion cérébrale est complètement perturbée. Alors ça nous amène à la notion de choc réfractaire. Bien sûr, il est préconisé d'utiliser du glucagon chez les patients sous bêta-bloquants, mais enfin, c'est quand même pas une situation extrêmement fréquente en pédiatrie. Le recours à la noradrénaline, il est de plus en plus fréquent, donc on a l'habitude d'utiliser, ça ne pose pas de problème. Mais je voudrais attirer l'attention que la noradrénaline dans le choc anaphylactique, c'est vraiment
en seconde intention. En première intention, c'est l'adrénaline, tout simplement parce qu'on bénéficie de ces multiples cibles thérapeutiques. Et puis ensuite, quant aux autres procédures qui ont été préconisées, comme le bleu de méthylène ou encore la vasopressine, il n'y a pas de données spécifiquement pédiatriques. Ce sont surtout des cas cliniques adultes et puis aussi des études en laboratoire sur les rats qui ont été sensibilisés à l'ovalbuline, avec peut-être a priori des érythats qui seraient plus intéressants pour le bleu de méthylène que pour la vasopressine. Mais là, on a vraiment besoin de l'éclairage donc des experts. Quant à la mise en place d'ECMO, eh bien, le retour de ceux qui en ont l'expérience n'est pas extrêmement encourageant parce que la vasoplégie est telle que ça tourne très difficilement. Et puis un petit point sur le Sugamadex pour la suspicion d'allergie au recuronium. Alors une belle revue de pédiatrique anesthésia. Alors moi je m'attendais avant d'ouvrir la publication qu'il y ait des cas pédiatriques. Non, en fait, il s'agit d'extrapolation. Donc la revue de 21 cas cliniques adultes avec des doses de Sugamadex et une chronologie d'administration extrêmement variable. Et même pour certains patients, pas de preuve d'allergie au recuronium. Donc bon, c'est quand même à prendre avec précaution. Certes, sur des modèles animaux, ça pourrait paraître intéressant, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte qu'il y a aussi une possibilité d'anaphylaxie au Sugamadex, qui est donc la gamma-cyclodextrine. C'est un additif alimentaire, précisément c'est le E358. Ne me demandez pas dans quoi c'est, j'en sais rien. Peut-être que c'est plus utilisé au Japon, puisque eux, manifestement, ils ont quand même une incidence relativement élevée d'anaphylaxie au Sugamadex. En tout cas, c'est vraiment pas le traitement de première intention. Probablement en dernière extrémité quand on ne sait plus quoi faire, mais en tout cas quand on a une anaphylaxie au recuronium, dans la priorisation des tâches, on ne se précipite pas sur le Sugamadex comme on voit souvent le faire quand on fait des séances de simulation. Alors bien sûr, les corticoïdes aussi, c'est loin derrière dans la priorisation des tâches, mais je vous mets quand même les doses parce qu'il faut quand même y penser. Donc pour après, il faudra doser les tryptases. Alors là encore, il y a des protocoles un peu variés qui sont parus, l'ASFAR, la Société française d'allergologie, etc. Ce qui paraît très important surtout, c'est ce dosage de tryptase total qui est donc dynamique. C'est-à-dire il faut arriver à choper en quelque sorte le pic qui survient entre 30 minutes et 2 heures. Donc il ne faut pas faire de dosage trop précocement, sinon on a un risque de faux négatif. Et le dosage de 24-72 heures nous permet d'avoir le taux de base. Et en fait, il y a une définition de la positivité de cette épreuve. C'est on a un pic positif lorsqu'on est à plus de 1,2 fois le taux de base, plus 2 nanogrammes par ml. Mais il faut savoir que ce n'est pas infaillible, c'est-à-dire on peut avoir des taux négatifs. Donc quand on a une symptomatologie qui est évocatrice d'une anaphylaxie, même que si le dosage de tryptase qui signe l'activation mastocytaire ne décale pas, eh bien, il faut quand même explorer les patients. Donc après, bien sûr, 4 à 6 semaines plus tard, il va falloir envoyer le patient vers la plateforme d'allergo-anesthésie. Donc il y a des recommandations pour savoir la typologie des explorations qui vont être nécessaires. Là encore, je pense que ce n'est pas au médecin anesthésiste de préciser la nature de ces investigations. Ça relève de l'expertise de l'allergologue. Par contre, c'est dans notre mission et dans notre expertise de collaborer avec l'allergologue pour faire une description extrêmement précise de la symptomatologie avec la chronologie de tout ce qui s'est passé et surtout de rapporter de façon très précise et très exhaustive tous les médicaments qui ont été administrés par voie intraveineuse dans l'heure précédant l'intervention et par les autres voies pour les 2 heures précédentes. Et dans les recommandations internationales, il est préconisé donc d'adresser plutôt nos patients vers des centres qui ont une expertise en allergo-anesthésie parce que c'est quand même extrêmement spécifique et l'expertise est définie par un nombre de patients supérieur à 20 patients par an. Donc je ne suis pas sûre que ce soit le cas de beaucoup de centres en France. Donc les messages, ne pas étiqueter de façon vague un patient, un enfant allergique. Seule une allergie documentée ou suspectée va contre-indiquer l'utilisation d'un médicament anesthésique et modifier notre prise en charge. Mais il faut quand même maintenir une attention élevée en consultation d'anesthésie parce que finalement, on va rechercher une aiguille dans une botte de foin. Si on ne veut pas passer à côté d'une anaphylaxie, donc faire en sorte que le traitement ne soit pas retardé, il faut y penser et s'entraîner.
Et puis dans l'anaphylaxie, jusqu'à preuve du contraire, l'adrénaline, c'est automatique. Voilà. Merci de votre attention.